Madame, Monsieur, bonjour. David Habib est député des Pyrénées-Atlantiques depuis 17 ans. Béarnais, ce socialiste historique, vient d'être élu vice-président de l'Assemblée nationale et en même temps tête de liste du PS pour les prochaines élections municipales à Mourinx. Quels sont ses projets, ses ambitions ? Quel est son regard sur l'actualité ? David Habib est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. David Habib, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je viens de le dire, vous êtes député depuis 2002. C'est votre 4e mandat consécutivement. Qu'avez-vous apporté à l'Assemblée nationale en 17 ans ? Alors, à l'Assemblée nationale, j'ai voté un certain nombre de textes qui me paraissent importants. J'ai aussi apporté au Béarn. On en parlera, j'imagine, tout à l'heure. J'ai travaillé sur un certain nombre de missions, un certain nombre d'opérations de contrôle. J'ai souvenance quand à la Commission des finances, j'avais la responsabilité de contrôler les dépenses en matière d'armement qui avaient été prescrites par les gouvernements en 2002 et les années suivantes. Ensuite, ça a été un travail sur la loi Bachelot. On va en parler vraisemblablement sur les risques technologiques majeurs. Un travail sur un certain nombre de législations qui ont marqué le quotidien des Français, sur la législation sur le travail, la législation aussi en matière scolaire, etc., etc. 17 ans, on le voit, on peut faire beaucoup de choses, c'est beaucoup. Est-ce que c'est trop ? 4 mandats, est-ce que c'est trop ? Est-ce qu'il faut limiter le nombre de mandats dans le temps ? Je sens que vous avez envie que je vous dise oui. Mais... Non. Est-ce que c'est Français... important d'avoir du temps ou est-ce qu'à un moment donné, il faut tourner la page et passer le relais ? Est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce qu'il y a Il y en a en tous les cas pour le cumul des mandats, oui. Sur le nombre de mandats. Est-ce que dans le temps, il faut aussi envisager une réglementation ? Franchement, Jacques Chirac vient de nous quitter. Un dispositif qui aurait interdit à un député de faire plusieurs mandats nous aurait privé de Jacques Chirac, de François Mitterrand et d'autres. Est-ce que la France n'aurait pas pâti de ses absences ? Moi, je pense que oui. L'expérience est utile, c'est ce que vous voulez dire dans ces L'expérience, hémicycles ? l'enracinement, la capacité à dialoguer avec les Français, ne pas être un technocrate, ne pas être un inspecteur des finances qui découvre la France en même temps qu'il devient président de la République. Alors, vous êtes 2 députés à l'heure actuelle, 2 députés d'Aquitaine, à avoir fait votre entrée à l'Assemblée nationale en 2002. Il se trouve qu'on a les images de votre arrivée à l'Assemblée nationale en 2002, c'était il y a 17 ans, avec un autre député, vous le connaissez bien évidemment, c'est Jean Lassalle, qui arrivait en même temps. On voit les images. Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là ? C'est un moment évidemment extrêmement important. Oui, c'est un moment d'émotion. Je ne suis pas certain que ça soit très profitable que de se voir 17 ans. Si je vous dis que j'ai grossi depuis... Alors, il y a une évolution peut-être physique pour Jean Lassalle et pour vous, mais est-ce que vous aviez imaginé rester aussi longtemps à l'Assemblée nationale lorsque vous êtes arrivé ce jour-là ? Non. Avoir la confiance des électeurs ? Non, j'ai succédé à André Labarrère dans cette circonscription. Jean Lassalle a succédé à Michel Inchospé. On a succédé à deux monstres sacrés de la politique qui, en Béarn et en Pays Basque, ont marqué le XXe siècle et la fin du XXe siècle. On savait qu'il y avait un attachement de nos électeurs à leurs députés. Mais que cet attachement puisse nous être également bénéfique, je ne l'ignorais. Je ne le suspectais pas. Avec le recul, est-ce que vous dites qu'aujourd'hui le mandat de député est utile ? Est-ce qu'il est utile pour la société ? Est-ce qu'il est suffisamment respecté dans la société ? Est-ce qu'il a besoin d'être respecté ? J'en suis pas certain. Qu'on soit malmené, qu'on soit agressé de la façon la plus pacifique qui soit, hein, mais que l'on soit à portée d'engueulade, pour reprendre l'expression du président du Sénat, c'est pas plus mal non plus. On bénéficie d'un statut qui est quand même assez privilégié, et donc il est normal que l'on puisse être malmené par nos électeurs lorsqu'ils considèrent... Votre expérience là est utile. Est-ce qu'en 17 ans, vous avez l'impression que vos électeurs, la société, ont une approche différente ? Est-ce qu'on vous bouscule plus ? Oui, les électeurs et en même temps les élus avec lesquels on travaille, les corps intermédiaires, les organisations syndicales. Mais moi, je suis l'élu du Béarn, et je crois qu'en Béarn, on a encore cette proximité. Moi, je fais mes courses, j'ai une vie tout à fait normale, qui n'a rien d'exceptionnel. Et je suis au contact quotidien des Béarnais. Quand ils ont quelque chose à me dire, ils me le disent. Et ils le disent généralement de façon courtoise et amicale. Et cette fois-ci, au niveau des partis politiques, est-ce que le rôle du député a changé ? Est-ce qu'il est aussi respecté ? Est-ce qu'il peut toujours exprimer ses convictions ou subir le parti ?
Je suis dans un parti qui est en crise. Le Parti socialiste, le Parti socialiste, on en reparle. Est aujourd'hui dans une situation qui est délicate. Et notre rôle à nous, députés, c'est peut-être davantage que par le passé de porter la renaissance, le nouveau chemin qu'il nous faut dessiner au sein de ce parti. C'était moins vrai préalablement. Aujourd'hui, on a une responsabilité quand même qui est plus importante que par le passé. Alors justement, vous avez déjà occupé le poste de vice-président de l'Assemblée nationale, c'était entre 2015 et 2017. Le Parti socialiste avait une autre place dans l'Assemblée, les choses ont changé, c'est moins qu'on puisse dire. Vous venez pour autant d'être élu à nouveau vice-président de l'Assemblée nationale, 6e vice-président. Pour bien comprendre, quel est le rôle d'un vice-président? Quelle est la mission? Alors, le rôle le plus évident, celui que tout le monde connaît, c'est de présider les séances en lieu et place du président. Richard Ferrand préside principalement les questions, que tout le monde connaît, les questions orales au gouvernement. Et ce sont les vice-présidents qui, 3 fois par jour, puisqu'il y a 3 séances par jour, le matin, l'après-midi et le soir, président les travaux de l'Assemblée nationale. Nous le faisons successivement, de façon équitable, entre chacun des 6 vice-présidents, mais nous avons aussi des compétences qui nous sont données par le président de l'Assemblée nationale. J'avais, avec Claude Barthelone, la responsabilité des levées d'immunité parlementaire, ce qui n'était pas simple. J'ai eu certaines affaires, je ne vais pas les citer ici, mais qui étaient assez compliquées et que le grand public connaît. Là, désormais, j'ai la responsabilité de la recevabilité des propositions de loi, c'est-à-dire chaque député qui dépose une proposition de loi on vérifie si cette proposition est constitutionnelle, si elle correspond à nos canons de la loi suprême. Et donc c'est ma responsabilité que de faire un rapport au bureau et à la conférence des présidents pour dire que telle ou telle proposition de loi est constitutionnelle ou pas. Ce qui vous demande beaucoup plus de travail, évidemment, à l'Assemblée nationale. Donc moins de temps dans votre circonscription. Non. Vous restez plus longtemps à Paris? Non, c'est une organisation. On est aussi aidé par des collaborateurs qui sont exceptionnels, qui ont été beaucoup décriés en 2017 à l'arrivée de La République En Marche. Et on s'aperçoit aujourd'hui que nous avons à l'Assemblée nationale des fonctionnaires de très grande qualité. Puis il faut organiser son temps. Et puis, vous savez, j'ai été pendant longtemps député, maire et président de communauté de communes. C'était un cumul autre qui était beaucoup plus lourd. Il fallait là aussi jongler avec les emplois du temps. Moi, je suis très attaché à la présence sur le terrain. Je vais vous quitter. Je repartirai en Béarn. On est dimanche et j'aurai des manifestations comme tous les week-ends dans ma circonscription. André Labarrère m'a appris ça. La vérité, c'est quand même sur le terrain avec nos électeurs. Je reviens sur cette élection en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste, normalement, n'avait pas de représentant pour cette élection-là. Vous avez bénéficié, en fait, d'une évolution aussi au sein de l'UDI, des défections? Oui. L'UDI a perdu, après les européennes, beaucoup de députés qui ont rejoint un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire, qui est un petit groupe, qui est composé des radicaux, petits par le nombre, composé de radicaux de gauche, d'anciens socialistes. D'ailleurs, François Pupponi, le député du Val d'Oise, a rejoint ce groupe. Et puis, beaucoup d'anciens UDI. Et donc, forcément, la densité du nombre d'UDI a diminué et le groupe socialiste est arrivé en 4e position. Et donc, au titre de la proportionnelle, c'est une règle qui existe depuis la nuit des temps au sein de l'Assemblée nationale, au titre de la proportionnelle, nous avons bénéficié de ce 6e siège. Alors, cette semaine, le Parlement a évidemment travaillé sur la suite des attentats à la préfecture, de l'attentat à la préfecture de Paris. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a été entendu par les sénateurs, par les députés. A-t-il commis des erreurs, le ministre de l'Intérieur, et doit-il démissionner, selon vous? Alors, je réponds tout de suite à la deuxième question. Je me suis exprimé auprès de vos confrères déjà sur la démission. Celle-ci, elle doit être consécutive à la commission d'enquête et aux travaux d'expertise qui vont être menés. Elle ne peut pas être décidée comme ça par une déclaration solennelle que ferait un élu d'opposition. Donc je m'oppose, moi, à cette démission qui est demandée et qui, aujourd'hui, pour le moment, ne repose sur aucune faute avérée que nous pouvons lui incriminer tant que nous n'avons pas fait ce travail d'identification des responsabilités. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une déclaration de Christophe Castaner qui est trop hâtive. Vous savez, au sortir de la préfecture de police, où il n'avait pas des informations suffisantes et il s'est exprimé peut-être de façon à l'évidence maladroite et trop hâtivement.
Il y a aussi une responsabilité, c'est la sienne, celle aussi du préfet de police, dans la vérification qui doit, à mon avis, être menée de façon permanente des radicaux qui peuvent, à l'intérieur de la police ou à l'intérieur de la préfecture de police, en même temps saper la réalité de notre socle républicain. On nous dit qu'il avait tenu des propos de soutien aux auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo. Ça devrait être connu. On nous dit qu'il fréquentait une mosquée qui est elle-même connue pour les propos qui y sont tenus. Ça devrait être connu. Donc vous êtes en train de dire que là, il y a bien eu des défaillances quelque part. Il y a eu des failles. Et donc on veut savoir à la fois pourquoi ces failles n'ont pas été identifiées, comment l'information a pu circuler au sein du ministère de l'Intérieur, et comment celles et ceux qui ont pu connaître ces réalités ont pu hésiter ou éviter d'alerter. Les policiers mènent un travail exceptionnel. Vous imaginez contrôler ces terroristes en puissance, les surveiller, etc. Ce que nous devons aux policiers, lorsqu'il y a des faits comme ça, c'est la vérité. C'est la transparence. Nous le devons aux Français, mais nous le devons d'abord aux policiers. Alors au Parti Socialiste, vous êtes secrétaire national chargé notamment de ces problématiques de sécurité. On voit bien que la situation est extrêmement tendue. Que faut-il changer? Quelles mesures faut-il prendre en urgence, selon vous, pour mieux gérer la situation, apporter plus de sécurité sur le territoire? Alors, il y a plusieurs propositions. Il y a une première proposition, c'est d'abord de vérifier de façon continue qu'il n'y a pas des phénomènes de radicalisation des fonctionnaires en général. Lorsqu'on rentre à la préfecture de police, on est contrôlé, mais ensuite, cette vérification, parce que vous pouvez évoluer, votre statut personnel, vos convictions personnelles peuvent évoluer, on ne va pas de façon permanente vérifier que vous n'avez pas épousé ces convictions intégristes et radicales. La deuxième chose, c'est d'informer, de travailler de façon constante avec les forces de police, avec les syndicats, avec la hiérarchie, sur les propos qui sont tenus et sur les risques de radicalité qui guettent chacun des Français, chacun des fonctionnaires. Il y a également un travail aussi pour démanteler ces réseaux rampants ou ces réseaux qui sont plus ostentatoires. Il y a des propositions qui vont être faites. Vous savez qu'il y avait un rapport qui avait été déjà réalisé sur les phénomènes de radicalité dans la fonction publique. Et il y avait des préconisations qui avaient donné lieu à consensus au sein des groupes. Moi, je crois qu'on peut s'en inspirer pour essayer de mener une politique intelligente et lutter contre cette radicalité dans la fonction publique et aussi particulièrement dans la police. Alors vous êtes député, on vient de le dire, vous travaillez beaucoup à l'Assemblée nationale, de par aussi également vos nouvelles fonctions. Vous avez été maire de Mourinx et cette semaine, jeudi soir en l'occurrence, il y a eu un vote pour l'investiture en quelque sorte du premier socialiste, donc pour les élections municipales à Mourinx. Vous avez remporté cette élection, 66 votes contre 49 si je ne me trompe pas, contre le maire actuel, Patrice Laurent. Quelles sont vos ambitions? Vous êtes candidat donc pour participer au municipal et pour être maire de Mourinx? Je suis candidat, je m'exprimerai au mois de décembre sur cette question. Vous savez qu'en politique, c'est l'impatience qui vous fait perdre. Donc je vous propose qu'on attende que le calendrier normal s'applique. Alors on en reparlera certainement en décembre. Mais là, en l'occurrence, jeudi soir, vous avez engagé une procédure pour porter les couleurs du Parti Socialiste à Mourinx. Pour être le premier des socialistes. Le premier des socialistes. Alors pardon, ça veut dire quoi exactement? Le premier pour des bien socialistes, comprendre. c'est celui qui a la responsabilité du projet. C'est celui qui doit l'élaborer. C'est celui qui doit proposer une liste. C'est celui qui doit passer accord avec les partenaires. Je m'exprimerai au mois de décembre sur mon ambition de maire. J'ai été pendant 19 ans maire de Mourinx, j'adore cette ville, j'adore cette fonction de maire. Il ne faut pas être trop pressé, je m'exprimerai à ce moment-là. Mais la question est légitime. Vos concitoyens doivent forcément se demander si vous avez envie de redevenir maire de Mourinx. Quand je suis avec eux dans l'oreille, je leur dis ce que je vais dire publiquement au mois de décembre. Et ils le savent. Donc, le maire actuel qui a perdu jeudi soir face à vous, a de toute façon annoncé qu'il se maintiendrait, qu'il serait candidat. Il est socialiste. C'est contraire à nos statuts.
Il a reçu, comme moi d'ailleurs, un mail du secrétariat national du Parti socialiste qui nous demandait de nous engager à respecter le vote. Je me suis clairement exprimé à ce sujet et qui nous précisait qu'en cas de non-respect, nous étions exclus du Parti socialiste selon les statuts. Je ne pense pas que son ambition, c'est d'être un dissident et d'être un mauvais perdant. Je crois que son ambition, c'est de vous affronter éventuellement au municipal de Mourinx. Il le fait savoir en tous les cas. Voilà, en tout cas, s'il le fait, il ne pourra pas le faire avec l'étiquette du Parti socialiste. Et c'est lui qui prendra cette responsabilité si, au mois de décembre, d'une part, j'exprime l'intention d'y aller, et si lui maintient sa volonté de concourir. Mais pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire que vous pourriez défendre une liste, mais ne pas être le candidat et défendre les couleurs pour quelqu'un d'autre sur votre liste ? Mais parce que les statuts du Parti socialiste prévoient une graduation dans l'expression des volontés. Pour le moment, on s'occupe du projet. En 2019, on s'occupe du projet. Alors, en 2020, c'est la liste. Autrement, est-ce que vous seriez prêt à quitter votre mandat de député ? Bien sûr. Bien sûr, à partir du moment où je me suis placé dans cette situation de pouvoir être candidat, être premier des socialistes, ça vous autorise à concourir à la fonction de magistrat dans une ville, j'ai admis le principe d'y aller, bien évidemment. Et donc de démissionner, puisque le cumul des mandats existe. Donc non seulement vous ne l'excluez pas, mais c'est plutôt votre ambition aujourd'hui. Je ne l'exclus pas parce que c'est la loi qui le prévoit. Et au mois de décembre, je vous dirai ce que sera mon désir. Alors sur votre commune justement de Mourinx, c'est l'entreprise Lubrizol qui a été touchée, comme on le sait, par un incendie à Rouen, possède un site à risque sur votre commune. D'abord, est-ce que vous pouvez rassurer vos concitoyens, vos administrés ? Est-ce que tout est sécurisé ? Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir, étant donné ce qui s'est passé à Rouen ? Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir à Mourinx ? Alors, qu'il y ait une inquiétude, c'est normal. Je crois que ce serait complètement irresponsable que, de façon comme ça, aveugle, de considérer qu'il n'y a pas de risque. Toute activité chimique présente en soi un risque. Et donc, notre responsabilité avec les pouvoirs publics, et notamment avec la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, c'est de veiller à ce que toutes les dispositions qui sont prévues par la DREAL, qui est l'administration qui contrôle les sites Seveso, toutes les préconisations de la DREAL soient bien respectées. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. La DREAL est sur le site, c'est-à-dire le site de la SOBJ, sur Lubrizol, et exerce, comme elle le fait régulièrement, ses contrôles. Est-ce qu'à ce stade, il faut prendre d'autres mesures de sécurité ? Est-ce que vous incitez à ce qu'il y ait des commissions qui prennent d'autres mesures de sécurité, étant donné ce qui s'est passé à Rouen ? Alors, il y a, me semble-t-il, des dispositions qui doivent être arrêtées, mais je pense que ça ne peut pas être sur Mourinx uniquement. C'est au niveau national, c'est sur la communication. À l'évidence, il y a eu des défaillances en matière de communication. Les industriels sont généralement des bons ingénieurs et des très mauvais communicants. On l'a vu sur d'autres accidents technologiques majeurs. Il faut qu'ils intègrent cette dimension communication davantage qu'ils ne le font. Les riverains et les salariés ont le droit à une transparence, à une information totale. Alors une communication pour les riverains et les salariés, mais est-ce que les riverains peuvent encore cohabiter ou être proches, vivre proches de sites aussi dangereux ? C'est une vraie question que vous posez. Vous avez à peu près 2,5 millions de Français qui vivent dans un périmètre d'1 kilomètre aux alentours des différents sites Seveso, seuil haut, que nous comptons en France. La plupart du temps, ce sont les habitations qui sont venues. Elles sont venues généralement à une époque où l'urbanisme était d'ailleurs de la responsabilité de l'État, pas des communes. Moi, j'ai été maire de Mourinx à partir de 95. Mon prédécesseur était maire quand les arrêtés Seveso ont été pris en 88. Je sais qu'on n'a pu rien construire pendant de très nombreuses années dans les périmètres Seveso, seuil 1, périmètre 1 et périmètre 2. Ça a été interdit, le foncier a été gelé, il y avait des servitudes d'urbanisme qui étaient drastiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on subit, les riverains subissent la situation, c'est impossible de prendre des mesures pour éventuellement délocaliser certaines habitations ? Mais ça veut dire qu'il faut les indemniser. Ça veut dire qu'il faut rompre avec des liens que les gens ont avec leur commune, les écoles, le travail. Quand vous dites éventuellement aux habitants, il faut qu'on pense à une délocalisation. Je pense à une commune par 10 où la question s'est posée. Vous avez la loi prévoit qu'il y ait un fonds d'indemnisation qui soit abondé par un certain nombre de collectivités. On a eu les pires difficultés à mobiliser, je ne vais pas le dire laquelle, mais une grosse collectivité d'Aquitaine.
qui avait refusé de participer à l'alimentation de ce fonds. Donc c'est toute une nouvelle culture qu'il faut installer dans notre pays. Est-ce que sur Mourinx, à Mourinx, pour les riverains notamment, pour les habitants, il y a une difficulté, un souci de qualité de l'air ? Est-ce que les habitants sont en danger ou subissent une mauvaise qualité de l'air aujourd'hui ? On sait qu'il y a des mesures qui sont prises. Oui, moi, je n'ai pas connaissance de ces problèmes de qualité de l'air. J'ai connaissance de problèmes qui ne sont pas sur Mourinx. J'ai connaissance de problèmes qui sont sur d'autres communes du bassin de Lac, où il y a eu une expression multiple de difficultés de santé ressenties par un certain nombre de personnes. Ce qui est assez bizarre, c'est que dans la même famille, d'ailleurs, vous aviez des personnes qui ressentaient des gènes au niveau respiratoire et d'autres qui ne ressentaient rien. En ce moment, il y a une étude qui est en train d'être menée, une enquête qui est en train d'être menée. En fonction des résultats, que pourrez-vous faire ? En fonction des résultats, on exigera des industriels qui prennent des dispositions pour qu'il n'y ait plus ces gènes. L'installation d'un industriel sur un site Seveso, à proximité d'habitation, c'est un contrat de confiance qui est passé entre l'industriel et le territoire, l'industriel et les populations. Si ce contrat de confiance n'est pas assuré à 100%, il faut demander à l'industriel qu'il prenne les dispositions qui lui permettent de rassurer à la fois les salariés et les riverains. Cette semaine, la France a vu la mobilisation des agriculteurs un peu partout sur le territoire, également en Béarn, à Pau, des agriculteurs qui sont pointés du doigt dans de nombreux domaines, problématiques de pollution, des problèmes de rendement, de financement, de suicide. Qu'avez-vous à dire aux agriculteurs aujourd'hui ? Moi, je les aime et que je ne supporte pas cet agribashing. C'est la même chose d'ailleurs que pour l'industrie. La France est un pays qui est en train de s'installer dans le tertiaire définitivement. Le modèle de référence, c'est l'entreprise high-tech, c'est la pépinière d'entreprise où vous avez des sociétés qui travaillent sur le net, et ce n'est ni l'industrie ni l'agriculture. Moi, je suis encore attaché à ces métiers traditionnels, à ces activités traditionnelles. Vous savez qu'on a perdu en France 70 000, en 10 ans, on a perdu à peu près 70 000 exploitations agricoles. C'est considérable. Il n'y a plus que 450 000 agriculteurs en France. Justement, ceux qui restent, peuvent-ils encore s'en sortir étant donné la pression qu'ils ont sur leur épaule, des accords de libre-échange qui sont parfois très, très négatifs, qui les mettent en souffrance, qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs ? Moi, j'ai voté contre le CETA, c'est à lui que vous faites allusion. Je crois que les agriculteurs ont le sentiment d'avoir été trahis. Et en même temps, vous parliez tout à l'heure de diabolisation, d'agribashing, de diabolisation des agriculteurs. La France, c'est quand même un des pays où on respecte le plus l'environnement. La France est l'un des pays où les produits qui sont offerts aux consommateurs sont de meilleure qualité. Qu'il s'agisse de la viande, du lait, qu'il s'agisse des autres produits qui sont mis sur le marché. Et les agriculteurs ne comprennent pas cette mise en cause permanente avec un modèle qui est certes utile, celui du bio, mais qui ne peut pas, à lui tout seul, intéresser toute l'activité agricole. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse trouver, là, entre le consommateur et l'agriculteur, un mode opératoire qui soit différent. Il nous reste 2 minutes dans cette émission. Vous êtes député du Béarn. Même si ce n'est pas votre circonscription, forcément, vous êtes sensible à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. 2 ours donc, sont arrivés dans les Pyrénées il y a 1 an. C'était une bonne chose ? C'est une bonne chose ? C'est une bêtise innommable. Qu'est-ce que ça a apporté aux Pyrénées ? J'attends encore qu'on me le démontre. Je sais encore, par contre, combien ça coûte. Vous savez combien ? C'est 38 millions d'euros sur 10 ans. L'introduction de l'ours. Et alors justement, cette semaine, des éleveurs sont venus déposer un chèque puisqu'on leur avait donné 1 200 € approximativement en indemnisation. Ils ont estimé que c'était beaucoup trop, que c'était une manière d'acheter leur silence. Vous comprenez cette réaction des éleveurs ? Oui, je trouve qu'elle est digne. Elle est belle et elle est digne. Personne n'achètera la parole des Pyrénéens et des Béarnais. C'est ce qu'ils sont venus dire. Moi, je m'incline avec respect devant ce geste. Dernière question pour terminer cette émission. On revient à la politique et au Parti socialiste. Vous êtes toujours membre du Parti socialiste. Vous n'avez jamais quitté le Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste existe encore ? Bien sûr qu'il existe. Et il a de réelles perspectives. Si moi je suis au Parti socialiste, c'est pour qu'un jour il puisse retrouver le pouvoir. Ce sera peut-être pas ma génération. Mais un et ça jour, passe par quoi pour que le Parti socialiste reprenne des couleurs ? Par une incarnation. Par quoi ? Par qui ? Donc par une autre personne ? Qu'Olivier Faure ?
Olivier Faure participera bien évidemment, mais je pense que Bernard Cazeneuve aujourd'hui, même si lui exclut cette hypothèse, il est là pour réfléchir et apporter de la réflexion à notre socle commun. Je pense que Bernard Cazeneuve a sa place dans cette discussion. David Habib, merci. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, le cardinal de Bordeaux, Jean-Pierre Ricard, sera l'invité de Dimanche en politique. Voilà, merci encore. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.